Quelle personnalité tu rêverais de travailler avec? Fally. Ah ouais? Je dis toujours qu'il a libéré la jeunesse. Il a fait simple, jeans, ceinturon, t-shirt, son petit chapeau. À travers le monde, les personnes noires se sont servies du vêtement comme outil de résistance. Je n'ai jamais compris à quel moment des personnes ont pensé que le wax était fabriqué en Afrique. Il y avait certains tissus qui étaient interdits aux Congolais. C'est des fameux défilés de sapeurs. Tout le monde sortait pour le voir. C'est de là que c'est né en fait. Bienvenue à l'émission Art en exil. C'est la première de l'émission. On parlera art et culture au pluriel à travers les regards de créateurs et d'artistes d'Afrique, mais aussi du reste du monde, qui traitent du continent africain dans leur création. Et on parle de tout ça d'ici, à Bruxelles. On reçoit une invitée, notre première invitée, qui s'appelle Rosie Sambois. Bonjour Rosie. Bonjour Chris. Merci d'être là avec nous et merci d'ouvrir le bal de cette première émission d'Art en exil. Première question comme ça, un peu en prologue, ce serait quelle personnalité tu rêverais de travailler avec, de conseiller par exemple l'image ou des choses comme ça? Est-ce qu'il y en a une? Ah oui, il y en a une. Hmm. Il y en a une. C'est qui? Alors, congolaise? Ouais, peu importe. Fally. Ah ouais? Oui. Pourquoi Fally? Parce qu'il a eu un impact incroyable à un moment. Pour moi, je dis toujours qu'il a libéré la jeunesse. Parce qu'en fait, avant lui, les chanteurs de rumba congolaise s'habillaient avec des vêtements très chers. Et les fans, en fait, pour suivre, voilà, c'était compliqué. Il y a eu pas mal de dérives, etc. Et lui, en fait, jeune chanteur, il n'avait pas les moyens. Tout simplement, il a fait simple, jeans, ceinturon, t-shirt, son petit chapeau. Et là, en fait, les jeunes, que tu viennes de Njili, que tu viennes de Gombe, que tu viennes de n'importe où, tu pouvais être beau, être stylé, comme ton idole, en fait, avec tes propres moyens. Et vraiment, ça a été, je pense, une délivrance pour pas mal de jeunes. Je pense qu'on ne se rend pas suffisamment compte. Absolument. Ouais. Voilà. Et là, en fait, c'est vrai qu'il a un style unique. Hein. Il a un style toujours jusqu'à aujourd'hui. Mais là, il passe un cap. Il est en train de passer de chanteur. Il va devenir, en fait, une icône. Il va vraiment devenir un gros... Voilà, comme on a eu des Sinatra, etc. C'est ce qu'il est Absolument. en train de devenir. Et au niveau du style, il faut encore qu'il marque le coup Mm. pour les prochaines années. Mm. Et j'aimerais bien faire ce passage avec lui. Eh bien, on te le souhaite en tout cas. On va parler un peu de vous. Vous êtes styliste, mais vous avez aussi plein d'autres casquettes. Vous êtes notamment conférencière, historienne du textile. Vous contribuez régulièrement à la rédaction du magazine Elle Côte d'Ivoire. En 2024, le magazine Forbes Afrique vous a consacré une interview dans ses colonnes. Vous conseillez des hommes, des femmes dans leur style. Et vous avez consacré votre vie professionnelle aux vêtements depuis vos années de formation à Paris. Vous avez fait vos armes. Le vêtement a une grande place dans votre vie. Vous en avez fait un métier. Pourquoi le vêtement? Et même, d'ailleurs, pourquoi on s'habille? Pourquoi s'habille-t-on? Je vais donner cours, c'est ça? Allez-y. Alors, pourquoi s'habille-t-on? Non, en fait, au départ, les hommes s'habillent simplement pour des raisons évidentes de protection. Donc, par rapport aux intempéries, par rapport aux animaux, pour se protéger des autres hommes aussi. Et puis, une fois que le besoin de protection était comblé, il fallait se différencier. Il fallait qu'on sache, par exemple, qui est le chef religieux. Et puis, il fallait différencier, pour éviter les problèmes, les femmes mariées et les femmes célibataires. Et puis, il y a eu des métiers qui se sont différenciés par les vêtements. Après ça, on se différencie du village d'à côté. En cas de guerre, c'est pratique. Et il y a les militaires aussi qui avaient besoin, en fait, vraiment d'avoir des vêtements différents pour qu'on les reconnaisse. Et ça empêchait de tuer un homme de son propre camp dans la mêlée. Donc vraiment, il y avait vraiment des raisons pratiques et même des raisons de survie à l'habillement. Et puis, depuis qu'on retrouve des vêtements, on ne sait pas pourquoi, il y a toujours une personne qui a presque les mêmes habits que tout le monde, mais qui porte un truc un peu différent. Et ça, en fait, c'est ce qu'on appelle les modes.
Il y a toujours une personne comme ça qui fait un truc, on ne sait pas trop pourquoi, et qui s'exprime en fait au travers des vêtements. Ouais, on va en parler, ça, de mode, de style et tout ça, pour Oui. essayer un peu de clarifier les choses, quoi. Alors, on parle souvent de style et de mode, donc la mode qui se démode, une expression qui est devenue célèbre grâce à Chanel, notamment, Coco Chanel. La mode se démode. Mais pour vous, c'est quoi la mode? Ça renferme quoi ce mot pour vous? Ah, tellement de choses. Alors en fait, pour moi, la mode, c'est vraiment une expression purement esthétique. Donc c'est détaché, comme j'expliquais, de toute nécessité fonctionnelle. Donc il n'y a rien d'autre en fait que simplement le goût, l'envie, une singularité intérieure qui se traduit par le vêtement. Mais maintenant, donc ça c'est pour en général les personnes qui initient les modes. Et puis en fait, il y a des personnes qui ont un besoin d'appartenance, par envie de reproduire quelque chose qui les attire. Parfois, en fait, parce qu'elles s'y reconnaissent réellement. Donc, on voit un truc, on se dit, ah, mais en fait, je me reconnais tout à fait là-dedans, j'aimerais, voilà, je vais le faire aussi. Et malheureusement, il y a aussi des personnes qui creusent moins en elles-mêmes et en fait, qui veulent correspondre simplement À des canons? oui, à des canons, à une image et qui voudraient en fait incarner ou projeter ce qu'elles voient chez l'autre. Et bon, ça, je trouve ça un petit peu plus triste, mais ça reste quand même intéressant. Mais ces personnes-là, en règle générale, elles suivent toujours le mouvement un petit peu plus tard. Et à mon avis, il y a une façon de voir les choses quand on parle de mode et de style. Moi, j'ai toujours cru que, que le style, c'était plus personnel, que la mode, c'était un truc qu'on fabrique dans des maisons de luxe, etc., de la haute couture, et que le style, c'était comment on s'approprie ces choses-là, comment on fait de ces choses d'une chemise Chanel ou Saint-Laurent, comment on la porte. Est-ce qu'on la porte avec un short, avec un pantalon, ou des choses comme ça? Est-ce que c'est un peu ça? Alors le style, tous les créateurs ont leur propre style, les maisons ont leur propre style, et les personnes aussi ont leur propre style, je l'espère. Il y a des personnes qui vont acheter la silhouette, et je rencontre aussi des personnes qui ne savent pas. En fait, quand elles voient un vêtement, elles se posent la question avec quoi je vais le mettre. Et ça, c'est toujours un peu étrange pour moi parce que ou un vêtement te correspond, ou il ne te correspond pas. S'il te correspond, tu sauras avec quoi le mettre. Et donc ça, c'est en général des personnes qui sont un petit peu moins sûres de leur style. Mais bon, voilà, il y a pas, c'est pas grave parce que chacun, en fait, la créativité, chacun l'exprime différemment. Il y a des personnes qui vont l'exprimer par le vêtement, d'autres personnes qui vont l'exprimer par autre chose, et il y a des personnes en fait qui respirent la créativité dans tous les domaines de leur vie. Donc c'est pas très très grave, mais en général le style vient de l'intérieur effectivement, et c'est la manière dont on s'approprie les vêtements. Mais tout le monde ne le fait pas parce que aujourd'hui on vit vraiment dans un monde d'image. Il y a un jugement qui est tel et il y a le risque de commencer à s'habiller pour l'autre aussi. Les réseaux n'aident pas, mais il y a vraiment ce Absolument. risque-là. Comment les femmes s'habillent aujourd'hui? Est-ce que la mode aujourd'hui est la même qu'il y a un an, par exemple? Ou ça change Moi, beaucoup tout ça? je suis assez contre ce fait-là. Pour moi, on parlait de style tout à l'heure. Pour moi, en fait, la mode, ce sont des propositions et c'est à chaque personne, en fait, de prendre dans ses propositions ce qui correspond à son style. À partir du moment où on fait le contraire, il y a une sorte d'esclavage qui se fait, qui va pousser en fait la personne à ne pas garder ses vêtements. Tandis que c'est pas le principe de faire des vêtements Enfin, oui, il y a beaucoup de marques qui font des vêtements jetables, mais c'est pas le principe. Ça doit être un mode d'expression. Je ne pense pas qu'on s'exprime tous les jours différemment. Si je suis claire. Ouais, En je fait, comprends quand très on bien. parle, Mhm, même si on utilise des expressions différentes, si on parle français, on parle français. mhm, Vous voyez ce que je veux dire? mhm. Donc, on utilise les mots différemment, mais on ne change pas de mots tous les jours. Ça, c'est vrai. Et il y a quand même une forme de standardisation comme ça, un peu des normes où ben, quand il y a une collection qui sort, ben, c'est tout le monde qui est en jean ou en Levi's ou- ou des choses comme ça. Est-ce qu'il y aurait deux adjectifs qui qualifieraient la mode d'aujourd'hui? Deux adjectifs. Deux adjectifs, c'est très peu.
Bon, 3. Même 3. Non, je pense qu'aujourd'hui, il y a de tout. Il y a de tout pour tout le monde. Tout est facile, entre guillemets. Il y a très peu de pièces qui vous poussent vraiment à, à oser. Parce que là, on est dans une société où il faut oser pour être vu. Donc, tout est un petit peu facile à porter. C'est une mode qui facilite les choses aux gens. Qui facilite le port du vêtement ou qui facilite le... Parce que j'ai l'impression que les Donc, gens s'habillent... en fait, ça facilite justement pour les personnes qui n'osent pas avoir un style personnel. Tout est facilité. Ouais, c'est très intéressant tout ça. Et je me souviens qu'en 2023, donc il y a 2 ans maintenant, vous aviez organisé, dans le cadre des 125 ans de l'Africa Museum de Belgique, un événement protéiforme dénommé... Protéiforme. Oui, c'était... mais il y avait quoi? Il y avait une conférence, il y avait une 2 exposition, conférences. 2 conférences, enfin des conférences, des expositions, un défilé de mode, et tout ça autour de, si vous voulez, de l'héritage de la mode africaine. Comment Exactement. aujourd'hui, quel est l'héritage qu'on a aujourd'hui de cette mode africaine? Et il me semble que l'histoire coloniale belge au Congo a été un tournant majeur dans le changement des habitudes vestimentaires des Congolais. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Ouh là là. Ouais. Alors là, donc c'est un deuxième cours. Non, vraiment, oui, bien sûr que l'histoire coloniale a été un tournant. Alors, ça a été un énorme tournant. Pourquoi? Parce que peu importe où on est dans le monde, on l'a vu même ici, à partir du moment où l'Amérique a aidé l'Europe à gagner la guerre, qu'est-ce qui s'est passé? Tout ce qui venait des États-Unis était magnifique et les gens voulaient. Alors Absolument. qu'avant, toutes les personnes qui étaient aux États-Unis voulaient s'habiller comme les personnes européennes. Donc, il y a toujours ce côté où la personne qui a le pouvoir, en fait, on veut un peu s'habiller comme elle. C'est pour ça qu'on voit à la cour, les gens veulent s'habiller comme le roi et comme la reine. Donc, il y a ce côté-là. Et puis, le fait que les Belges avaient aussi mis des systèmes, j'ai envie de dire, de casques avec les évolués, les immatriculés. Donc, où il y avait certains Congolais qui pouvaient s'habiller, entre guillemets, à l'occidental, même si certaines pièces leur étaient interdites. Mais ça crée aussi des envies. Donc, évidemment, ça change, en fait, la manière dont les personnes voient le vêtement. Mais en même temps, beaucoup de Congolais se sont servis, en fait, du vêtement comme d'un moyen, en fait, de lutter contre la colonisation. Donc, oui, Ouais. ça a vraiment changé beaucoup de choses, effectivement. Il faudrait que je rebondisse un peu sur ça parce que je Non. pense que je pense qu'une fois je vous ai entendu parler justement de ce côté subversif du vêtement, quoi. Mhm. C'était enfin, si vous voulez, le vêtement a été un outil de résilience, de résistance à une sorte d'oppression. Ça l'a Euh, été, en fait, ça l'a été et ça l'est, et c'est assez amusant et on parce parle bien que, du Congo, hein. oui, on parle du Congo, Mm. mais ça l'est en général. Mais quelque chose qui m'a toujours impressionnée, c'est que à travers le monde, les personnes noires se sont servies du vêtement comme, comme outil de résistance. C'est vraiment quelque chose qui, j'ai presque envie de dire, inscrit dans les gènes. Je ne pense pas que ce soit inscrit, mais je pense que c'est peut-être aussi parce que c'est visible. Et comme nous sommes des personnes, on nous voit. Donc autant utiliser l'outil qu'est le corps, en fait. Je pense que c'était le cas avec tout le mouvement de la SAP notamment. Exactement. SAP avec, C'est de là que c'est né. ouais. Enfin, pour ceux qui ne savent pas, SAP, c'est un acronyme qui veut dire Société des ambianceurs et des personnes élégantes. C'est un mouvement Exactement. qui est né dans les années 20 et qui se revendiquait déjà à l'époque d'un certain dandysme. Mais en fait, au départ, la SAP et les défilés de sapeurs sont nés en fait lors de la colonisation belge. Donc il y avait des interdits, comme j'expliquais. Il y avait certains tissus, notamment, qui étaient interdits aux Congolais. Mais la colonisation juste à côté, donc Brazzaville, n'avait pas ces mêmes interdits. Donc en fait, les Congolais de Kinshasa allaient acheter ce qui était interdit à Brazzaville, revenaient et donc donnaient des rendez-vous. Donc ils disaient, demain à 14 heures, je vais aller à la poste. Et donc le gars s'habillait avec les vêtements interdits.
et donc aller déposer le courrier à la poste et tout le monde sortait pour le voir. C'est de là, en fait, c'est des fameux défilés de sapeurs, c'est de là que c'est né, en fait. C'est génial. Donc, c'était vraiment quelque chose pour... c'était des pieds de nez. Et puis, le fait, on connaît un petit peu la guéguerre belgo-française, hein. Donc, je trouve que c'était assez ironique aussi d'aller acheter des vêtements en France, entre guillemets, donc au Congo français, pour faire un pied de nez aux Belges. Donc, je trouve ça vraiment... c'est Assez super drôle. anecdotique, quoi. C'est super drôle. Ouais, je trouve aussi, je trouve aussi. Est-ce que le vêtement joue encore ce rôle politique aujourd'hui? Est-ce qu'il est encore Bien politique sûr, le aujourd'hui? vêtement est politique. Ok. De toute façon, le vêtement est politique parce que ce sont des décisions politiques. Bah, si Paris est considéré comme la capitale de la mode, c'est une succession de décisions politiques. Et puis, il y a eu toutes des successions en fait, de lois, de règles, etc., qui ont fait en fait que Paris, la France, mais notamment Paris, est considérée comme la ville au niveau de la mode. Et si la Chine aussi est devenue l'habilleur du monde, c'est aussi une succession de décisions politiques. Donc oui, la mode est politique, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Hum. Et je me souviens que quand vous parliez de vos années de formation donc à Paris, vous aviez constaté qu'on ne parlait pas beaucoup même que pas du tout, de tout ce qui est mode africaine, donc mode hors Europe, quoi. Mhm. Il y a une vision, il y avait, je ne sais pas si elle est encore là, vous allez nous dire si dans les écoles de mode, cette vision eurocentrée est encore d'actualité. Mais en tout cas, à votre époque, c'était le cas. Comment vous avez lutté, comment vous luttez aujourd'hui, à votre manière, depuis, pour introduire ces vêtements qui ne sont Mais pas alors, européens? j'ai changé de point de vue. Ok. J'ai vraiment changé de point de vue parce que, en fait, cette frustration est devenue une opportunité parce que, en fait, c'est vraiment ça qui m'a poussée à écrire. Donc, j'en ai parlé à mon ancien professeur et il m'a dit fais-le. Et il a raison. Parce que de toute façon, si lui l'avait fait, il y aurait eu un point de vue eurocentré. Donc, donc oui, il fallait peut-être une personne comme moi pour le faire. Et en même temps, c'est un peu mon rêve d'enfant. Je me souviens vraiment tout à fait du jour où, enfant, j'ai vraiment ressenti ce besoin. J'avais pris la décision de montrer que ma culture était belle. Donc, je savais que je voulais montrer que ma culture était belle. Je détestais les stéréotypes. Quand j'entendais, oui, les Aïrois sont classe, ou les Congolais sont tous des sapeurs, ou les Russes portent des vêtements avec des couleurs improbables, ça m'énervait parce qu'en fait, le fait d'avoir cette double culture, bah, je sais en fait plein de choses simplement. Bah, il y a la culture, c'est pas la même façon de vivre, c'est pas la même manière de voir les couleurs, c'est pas la même manière. Donc oui, les personnes s'habillent différemment, mais penser avec ce genre de stéréotypes, ça montre juste en fait un manque de connaissance de l'autre. Et personne ne s'habille par hasard. Chacun en fait a appris à s'habiller. On a tous, moi j'adore cette phrase, je la répète tout le temps, mais nous avons tous eu en fait un ou une styliste personnelle qui était en général un parent, qui nous apprenait. Déjà, il n'y a aucun enfant qui s'habille seul. Pendant au moins quelques années, c'est quelqu'un qui choisit nos vêtements pour nous, qui les Absolument, paye, donc absolument. évidemment, qui nous habille. Donc c'est déjà un premier contact avec la mode. Et puis, on voit ailleurs, on a d'autres désirs, etc. Mais il y a toujours cette personne qui nous dit non, on ne porte pas ça à un mariage, non, on ne porte pas ça à un enterrement, non, pour aller à l'école, on ne met pas ça. Donc, toutes ces injonctions nous apprennent en fait la mode. Et toutes ces injonctions sont culturelles. On ne va pas donner les mêmes injonctions à un enfant qui est à Goma qu'à un enfant qui est en Sibérie. Déjà parce que la météo n'est pas la même. Donc, il Absolument. y a toutes ces choses-là qui font qu'en fait, on s'habille d'une certaine manière. Et ne pas le comprendre, à l'heure d'aujourd'hui, ça relève de l'éducation. Parce qu'on a beaucoup d'infos. Le monde est devenu petit, les gens voyagent. Donc aujourd'hui, avoir encore ce style de stéréotype au niveau des vêtements, pour moi, ça fait partie de l'éducation. Et donc oui, il y a beaucoup d'écoles
de mode qui n'ont toujours pas ces ouvertures-là. Moi, j'ai vraiment la chance de pouvoir donner un cours en fait de culture et mode dans une école, et je donne aussi un cours d'histoire du costume, donc d'histoire de la mode, et j'ai introduit beaucoup le côté culturel, quel que soit le styliste, je parle de sa culture, je démontre en fait que ce qu'il fait est lié à sa culture. Et donc oui, j'ai introduit des créateurs africains aussi. Je parle de la vision parce que la manière de penser définit ce qu'on crée. Donc oui, je l'introduis. Et pour moi, c'est pour ça que je dis que j'ai changé de vision. Donc de cette frustration, j'ai pu faire quelque chose en fait. En fait, une force, quoi, en quelque sorte. Quoi. Oui. Mhm. On parle souvent de mode africaine. Je ne sais pas si on sait toujours très bien ce que c'est que la mode africaine, parce que souvent on pense au wax, qui n'est pas un tissu africain. C'est un, c'est un tissu qui a été inventé en Indonésie, ensuite importé, etc. On a fait de ce tissu, on en a fait une identité africaine, mais est-ce qu'il y a des tissus qui sont vraiment typiquement africains, qui viennent du terroir? Alors, ça, en fait, c'est un débat qui m'a toujours fait rire. Franchement, je dois l'avouer parce que je n'ai jamais compris à quel moment des personnes ont pensé que le wax était fabriqué en Afrique. À partir du moment où, si on a une mère ou une grand-mère, bah, elle disait, je veux un véritable Hollandais. Mon Donc, mari est capable. oui, mais non, c'est marqué dessus, véritable Hollandais. Donc, à quel moment on se dit non, c'est fait en Afrique, si c'est marqué Hollande partout ou Angleterre. Donc ça, j'ai jamais compris. Enfin, c'est pas sympa de le dire, mais j'ai toujours été étonnée quand des personnes découvrent ah, le wax n'est pas fait en Afrique. Ben, c'est marqué dessus. Je veux dire, là, c'est marqué tout le long. Il y a quoi, 6 mètres, 5 mètres et des. C'est marqué hollandais, 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 hollandais. Oui, Hollandais. donc voilà, je veux dire, c'est clair. Mais bon, ça, c'est pas un problème pour moi parce que de toute façon, les vêtements qui inondent les marchés, etc., aujourd'hui, ne sont pas faits en Afrique non plus. Donc, pour moi, c'est un peu un faux débat. Mais en tout cas, tout ce qui est lié à l'identité du wax, au marketing, etc., à la manière de le vendre jusqu'à aujourd'hui, est complètement africain parce que tout ce système de marketing a été inventé par les Nana Benz et c'est encore ce qui est utilisé aujourd'hui. Donc, oui, elles ont donné une identité, elles ont donné tout toute une manière de vendre, en fait. D'ailleurs, même au niveau de la mesure du wax, ça a été fait, en fait, selon la mesure, en fait, des pannes tissées d'Afrique de l'Ouest pour pouvoir le porter d'une certaine manière. Donc oui, l'identité culturelle, ça a été une appropriation. Les gens se sont appropriés le fait que ça fasse partie des dots. Donc c'est rentré vraiment dans Dans la les mœurs. culture. Non, plus que dans les mœurs, ça fait partie de la culture. Au Congo, on offrait, quand une femme accouchait, le mari lui offrait deux wax, si je ne me trompe pas. Donc, ça c'est rentré. Et ça, en fait, les personnes qui ont fait rentrer ces tissus dans la culture, en fait, ce sont les Nana Benz. Donc, pour moi, quand on parle juste d'elles comme de commerçantes, ça m'irrite un peu parce qu'elles étaient beaucoup plus que ça. Elles ont créé vraiment un marketing incroyable. Incroyable. Donc oui, c'est pas fait en Afrique. Après, beaucoup de pays avaient des usines locales. Beaucoup ont fermé ou ont été rachetés. Et donc là, oui, c'est de la... On en revient à notre discussion de tout à l'heure. C'est politique, voilà. Et il y a un truc que je remarque encore aujourd'hui, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais je pense que oui, c'est qu'en Afrique, on a encore, enfin en Afrique, en tout cas à Kinshasa, parce que je n'ai pas sillonné toute l'Afrique non plus, Oui, il y a c'est une ça. culture, il y a une culture du sur-mesure. On va chez le tailleur Bien pour se sûr, faire oui. coudre quelque chose qui n'existe pratiquement plus ici en Europe. Pour des questions... S'il y a des personnes qui vont, la haute couture, Ouais, c'est mais ça. ça reste assez élitiste, quoi. Bien La sûr. majorité des gens ici, Mais ils vont acheter chez H&M et c'est tout pour ça. ça que j'aimerais vraiment que l'on se rende compte, en fait, justement, c'est une chance énorme, en fait, de pouvoir aller chez le tailleur. Maintenant, certains tailleurs doivent pousser le professionnalisme, vraiment apprendre
le patronage, etc., un petit peu, mais c'est vraiment, c'est une chance exceptionnelle, en fait, de pouvoir aller se faire un vêtement chez le tailleur. Et tous ces petits trucs, en fait, qui sont culturels, il faut le pousser à un autre niveau. Alors oui, il y a beaucoup de textiles, pour revenir à la question de tout à l'heure, il y a beaucoup de textiles locaux, mais maintenant, euh, Le ces raffia, textiles, on non, il parle y a pas souvent que, de il y a pas que, raffia. oui, mais il y a pas Ouais, que le raffia. Bon, ouais. on va pas me fâcher. Là aujourd'hui, c'est toutes les questions qui me fâchent. Il n'y a pas que le raffia. Là, on parle de la RDC. Il y a énormément de textiles. Alors maintenant, effectivement, il y a un textile que tout le monde connaît, qui est le textile Kuba, qui a pris un petit peu la place de tous les autres. Et là, c'est une décision coloniale. J'ai rien contre le Kuba, mais ça me dérange quand on parle que d'un textile, alors qu'on voit la taille du Congo, c'est impossible. Absolument. Mais en fait, simplement, pourquoi est-ce qu'on parle tellement du textile Kuba? C'est un choix esthétique des Occidentaux, parce que la technique du Kuba, d'ailleurs on l'appelle le velours Kuba, c'est une technique simplement qui rappelait aux Occidentaux le velours européen, parce que la technique est la même. Donc évidemment, ils en ont acheté beaucoup plus, ils en ont ramené beaucoup plus, ils en ont offert dans les familles, etc. Donc c'est l'unique raison pour laquelle ce textile est plus connu que les autres. Mais voilà, on voit la taille de la RDC, il n'y avait pas un seul textile euh, fait au Kassai Pour tous les pour tous Congolais, les quoi. Congolais. Donc non. Les Africains ont toujours acheté le luxe des autres pays. Il est temps aussi qu'on propose au monde ce qu'on sait faire. La beauté africaine, le talent africain et la matière africaine. Ce sont les propos du grand couturier camerounais Iman Aïssi. Oui. Est-ce que ça résonne en vous? Ça résonne, sauf le toujours. Ils n'ont pas toujours acheté le luxe des autres pays, parce que pendant des siècles, il y avait un luxe local. Et notamment, moi j'aime beaucoup citer un exemple. Donc, avec les Congos, qui avaient une technique en fait pour les mpous, donc des chapeaux de chef. Et donc, ces chapeaux, quand on regarde en fait la technicité, donc on voit déjà, quand on sait faire un patronage et qu'on sait un petit peu tricoter, crocheter, on voit en fait la précision. On voit, c'est presque des plans d'architecte en fait, pour faire ces textiles-là. Et il faut savoir que c'était réservé uniquement aux chefs. Donc ils en ont offert au roi du Portugal. Il y en a au Portugal, il y en a, je crois qu'il y en a aussi en Allemagne. Mais Espagne et Portugal, ça c'est certain que c'était des cadeaux royaux. Et donc ce luxe-là était tellement incroyable que les commerçants voulaient en acheter. Et à votre avis, qu'ont fait les Congos quand les commerçants occidentaux voulaient en acheter? C'est une très bonne question. Ben, ils ont refusé, parce que les Sempu étaient uniquement pour les chefs. Donc, ils pouvaient en offrir à un roi parce que c'était un chef, mais ils ne voulaient pas vendre. Donc, ils ont réfléchi, parce qu'il y avait quand même, c'est du commerce. Donc, ils ont créé, en fait, avec ce textile-là, d'autres pièces qu'ils ont vendues aux commerçants. Donc, ils ont fait des petits coussins, donc il y avait des commandes. Mais pour les chapeaux, c'était uniquement, et offert par leurs ambassadeurs. C'était pas pour être sûr vraiment que c'était destiné aux chefs, donc au roi. Donc voilà, donc il y avait aussi ce côté où il y avait ce luxe, ce savoir-faire dont on avait vraiment connaissance, et on savait ce qu'on faisait, on savait que c'était magnifique, et on savait que c'était pas destiné à tout le monde et qu'on ne pouvait pas non plus le brader. Donc c'est pour ça que je dis que je suis d'accord avec lui, sauf concernant le toujours, parce que ça n'a pas toujours été le cas. Et est-ce que l'Afrique a une place aujourd'hui sur le marché global du vêtement? Et quelle est sa place aujourd'hui? Il y a quelques années, il était le seul créateur de mode africain à défiler à Paris, hein, encore il y a quelques années, Monsieur Dans Haïssi. le, dans la, c'est- En fait, je ne trouve pas ça entre guillemets exceptionnel, parce que donc c'est le calendrier de la Fashion Week. Il faut savoir qu'il y a une fédération en fait de la couture qui est extrêmement difficile à percer. Il faut savoir aussi on n'est pas obligé en fait de faire partie de la fédération de la haute couture. Il y a très peu de couturiers.
Et il y a toute une série de canevas. Déjà, il faut des ateliers en France. Il faut un minimum d'employés. Il faut défiler minimum deux fois. Enfin, il y a vraiment, il faut être parrainé par un autre couturier. Lui, il a été parrainé par Yves Saint-Laurent, par exemple. Donc oui, il était le seul. Et, euh, et pour moi, ça ne me pose pas de problème, en fait. Ça ne me pose pas de problème. Il est excessivement talentueux. C'est vraiment une personne que j'aime énormément au niveau de son travail et sa personnalité aussi. Mais pour moi, c'est pas quelque chose qui me pose problème qu'il soit le seul. Il n'y a pas non plus 100 millions d'étrangers. Et c'est une fierté parce que, par exemple, Victoria Beckham a obtenu donc, le droit de défiler à Paris, mais elle a galéré pendant quelques années. Donc oui, c'est une fierté qu'il soit là. C'est vraiment une fierté qu'il soit là, mais il faut savoir que c'est aussi énormément de contraintes. Donc, il faudrait effectivement que les Africains qui ont les moyens de s'offrir de la couture prennent en fait peut-être plus la mesure ou soient plus au fait de ces créations et qu'il ait encore plus de clientes qu'il en a. Là, je sais qu'il a beaucoup de clientes, etc. Il a beaucoup de clientes asiatiques aussi, notamment. Mais il faudrait ben voilà, qu'il y ait plus d'engouement, plus d'Angélique Kidjo qui ne s'habille pratiquement que chez lui. Il en faudrait plus parce que c'est vraiment... Il faut savoir, en fait, tout ce qu'il y a derrière. C'est pas qu'il se réveille un matin et dit non, je vais défiler à Paris. Il y a vraiment toutes des étapes, en fait, pour y arriver. Et il a franchi toutes ces étapes et ça fait plus de 10 ans. Donc, c'est énorme. Il y a un autre point sur le vêtement en Afrique, c'est Il faut que... arrêter de dire en Afrique. L'Afrique, c'est grand. Oui, bon, disons que... Même par rapport au Congo, Kinshasa, c'est pas Lubumbashi. Oui, Donc, je sais bien. chaque Moi, fois je que je sais suis là, bien. je suis irritée depuis tout Moi, à l'heure. je Ah, sais très bien. l'Afrique, c'est grand. Moi, je sais très bien. Mais là, on parle bien d'Afrique parce que, justement, il y a des chiffres, notamment de l'Observatoire économique, qui disent que 70% des vêtements qui sont balancés, on va dire comme ça, atterrissent en Afrique. C'est des Mhm. vêtements de seconde main qui Oui. arrivent en Afrique. C'est une problématique assez... Je commence à avoir des tremblements tellement ce sujet m'énerve. Ben, c'est quand même une grande question parce que si... Alors, on va dire, c'est qui tout double, hein, c'est que d'un côté, il y a tout ce qui a impératif écologique, etc. On va dire que c'est bien de s'habiller en seconde main, Non. etc. Mais de l'autre côté, il se pose une grande question, une question assez sérieuse, c'est que les compétences locales de créateurs africains sont mises à mal par ça. Alors, je pense que les compétences locales sont mises à mal par toute une série de choses parce que si ces choses-là n'avaient pas été là, on n'en serait pas là aujourd'hui, si je me fais comprendre. En fait, le seconde main m'énerve. Je n'ai Comment dire? Parce qu'en fait, on l'a présenté comme une solution et Une alternative un peu. on se rend compte en fait déjà en Europe, elle n'a pas freiné la consommation. Les gens consomment plus avec l'esprit tranquille. Et quand on regarde en fait un vêtement seconde main, le nombre de fois où il est revendu, donc on voit bien que ça freine pas la consommation. Alors, par contre, par rapport à l'Afrique, moi, ce qui me dérange un petit peu, c'est que déjà au départ, l'Afrique n'avait rien demandé, donc elle reçoit des tonnes de déchets textiles, parce que quand on reçoit des ballots de vêtements, ben, il y a une grande majorité qui n'est pas... on ne peut pas la revendre, en fait. Qu'est-ce qu'on en fait? Parce que si ces vêtements arrivent là, c'est parce qu'on ne sait pas les recycler en Europe ou aux États-Unis. Donc maintenant, il faut savoir que quand on les enterre, ben, il y a des problèmes avec les nappes phréatiques. Quand on les brûle, qu'est-ce que ça peut faire aux poumons? Parce qu'il y a beaucoup de matières toxiques. Donc oui, c'est vraiment un vrai problème. Et justement, lors de l'événement Aya African Fashion Heritage à l'Africa Museum, en fait, dans un des panels, je tenais absolument, et ça a été vraiment, j'étais tellement contente qu'il accepte, qui est le professeur Félix Caputo, qui est le porte-parole du roi des Chokwe. Alors, pourquoi est-ce que je voulais le porte-parole d'un chef coutumier? Parce que ce roi règne sur 2 millions de personnes en Angola et au Congo. Et en fait, ce roi a attiré l'attention, j'ai envie de dire, du monde, parce que c'est vraiment le cas, lors des élections en Angola. Donc le taux de vote était très bas
Et en fait, lui, donc il faut savoir qu'il est roi des Chokwe, mais qui, lui, est basé au Congo. Et en fait, à un moment, il a donné l'ordre en fait aux Chokwe d'aller voter. Et ils se sont rendus compte que tous les Chokwe en âge d'aller voter ont été votés. Impressionnant. Donc, on s'est rendu compte qu'il avait vraiment, Un certain pouvoir. véritablement un pouvoir et une influence en fait sur son peuple. Donc, moi, ça m'intéressait d'avoir l'avis en fait d'une personne qui a un tel pouvoir sur 2 millions de personnes. Et en fait, c'était très intéressant son intervention. Il a vraiment parlé avec beaucoup de sagesse. Et en fait, il nous expliquait tout simplement quelque chose qu'on sait tous, hein, en résumé. La plupart, et là, on ne va pas simplement parler de la RDC, c'est vraiment du nord au sud. La plupart des Africains sont élevés dans la croyance, je vais dire, parce que bon, on peut dire que c'est une croyance, mais c'est pas une croyance spirituelle. C'est vraiment, ça fait partie de la culture. On ne porte pas les vêtements des autres. La plupart. Donc non, tu ne portes pas, tu ne prêtes pas. Et là, on se retrouve avec des vêtements portés par d'autres personnes que les gens mettent pour des raisons de pauvreté. Et donc, voilà, je lui ai posé la question. Et là où, en fait, on s'est rendu compte que c'était l'éducation et la manière de voir les vêtements avait un impact, c'est qu'on s'est rendu compte que beaucoup de personnes, avant de porter les vêtements, soit elles prient, soit elles les emmènent pour faire des rituels, donc on se rend compte qu'il y a quand même un petit malaise qui reste avec le fait de porter les vêtements des autres. D'ailleurs, on doit faire un petit truc pour pouvoir le porter, ce qu'on ne fait pas avec quand on va acheter un vêtement neuf. Donc je me suis dit, donc voilà. Et un vêtement, c'est quand même quelque chose dans lequel on doit être à l'aise. C'est une seconde peau, c'est une protection. Le vêtement nous protège en fait des agressions extérieures. Le vêtement aussi, ça peut être une posture. Mais quand on n'est pas à 100% à l'aise en fait dans un vêtement, il y a vraiment un côté, on est un peu étriqué. J'ai envie de dire qu'au lieu de marcher droit, on est déjà un peu courbé. On est engossé, quoi. Voilà, on est déjà... Et ça, il faut savoir... même au niveau de la décoration, beaucoup de personnes maghrébines, en fait, elles ne vont pas mettre chez elles un objet qui a été dans la maison d'une personne qu'elles ne connaissent pas. Et donc ça, c'est vraiment... c'est une culture qui est un peu... j'ai envie de dire qui est dans beaucoup de pays du monde. Moi, j'ai beaucoup aimé Jacques Garcia, qui est un grand décorateur, qui a décoré la maison de maître, on va dire, du sultan de Brunei, place Vendôme. Et il explique en fait qu'il avait racheté un meuble qui a, je suis plus sûre, appartenu à Louis XIV et qui était à Versailles. Et il l'a mis là. Et donc, quand le sultan a visité, il a dit « Ah, mais ce meuble est très beau. » Il lui a dit « Ah, mais ça vient de Versailles. » Le gars a quitté le truc choqué. Il a dit « Jetez-moi ça. » Parce que pour lui, donc toi, tu viens me mettre dans ma maison un objet qui a appartenu à un mort. Il y a beaucoup de cultures, en fait, où les gens ne sont pas à l'aise avec ça. Et là, je ne suis pas là dans un jugement. Je dis juste que, pour des raisons, en fait, financières, économiques, les gens ont commencé à faire des choses qui vont à l'encontre de leur mode de pensée. Et quand une pensée est aussi forte que tu dois faire quelque chose pour pouvoir faire quand même ce que tu n'as pas envie de faire, ça veut dire que c'est beaucoup plus profond. Donc oui, il y a un côté pollution qui est déjà un grand problème. Et puis, il y a cette espèce de choc culturel qui va finir par s'estomper avec les générations. Parce qu'on arrive, il y a des enfants ou des jeunes adultes qui n'ont porté toute leur vie que des vêtements seconde main. Donc, je ne sais pas si eux ont encore le choc. Mais pour des personnes qui sont encore en train de tirailler au niveau de la culture, c'est aussi un grand choc, en fait. Et qu'est-ce qu'il faut faire alors? Est-ce qu'il faut mettre un coup de boost sur les initiatives locales et en ce moment-là, baisser les prix, rendre ces créations locales accessibles à tout le monde pour essayer de Moi, je ne suis pas pour lutter? non, je ne suis pas pour qu'on Je ne suis pas pour qu'on appauvrisse les créatifs, pardon. Ça, baisser les prix. Non, c'est vrai qu'il y a il y a des politiques. Moi, je ne suis pas politicienne. Je suis vraiment pas politicienne. Il y a des décisions politiques. C'est aux politiques de les prendre.
Mais en tout cas, ces vêtements, pour moi, sont plus un problème qu'un bienfait. C'est vraiment un gros problème parce qu'on le voit, voilà, ça crée, il y a des montagnes de déchets. Là, on parle de santé. De santé On publique. parle de santé publique, on parle de millions de personnes concernées. Donc pour moi, oui, c'est un problème. Et il y a des pays, en fait, qui commencent à interdire. Oui, Voilà. le président Yoweri Museveni a fait une déclaration il y a quelques années traitant ces vêtements qui viennent d'ailleurs de vêtements de blancs morts. C'est Ça, un peu fort, mais peu bon. importe ce qu'il dit, hein, je pense qu'il faut interdire. Mais je pense que ça doit être des décisions mondiales parce que ça va pousser, en fait, les personnes concernées, donc les industriels. En fait, si on interdit que ces déchets partent, à la base, il y aura une vraie réflexion en fait sur le recyclage. Il y aura une vraie réflexion sur ce que vont devenir ces vêtements. Parce que là, en fait, on se dit, bah voilà, voilà, on jette à la poubelle, quoi, en gros. Que les gens là-bas se débrouillent, voilà. C'est un petit peu ça. Ouais, Mais comme c'est vraiment. un problème de santé publique, et il faut savoir aussi que tous ces vêtements ne viennent pas, bah, parce qu'ici on le voit, même si voilà, il y a des choses qui passent. Au niveau des teintures, on ne peut pas faire n'importe quoi. Il y a des teintures qui sont interdites. Ces vêtements-là viennent d'où? Est-ce que les teintures qui posent problème? Parce qu'il faut savoir qu'il y a des teintures qui restent. Parfois, on enlève certains vêtements, la teinture reste sur la peau. Beaucoup de choses qui restent sur la peau passent dans le sang. Donc, il y a toutes ces questions. Voilà, les gens, la santé des gens. La première richesse d'un pays, c'est la population. Parce que chaque humain, donc, il y a l'intelligence, il y a la créativité, il y a la force de travail. C'est ça la première richesse d'un pays. Et donc, la santé publique, c'est excessivement important. On va tout doucement finir. On va finir par des questions un peu plus ludiques, un peu plus fun. Ce sont nos questions Mituna Yasuka. Alors, premier petit quiz, c'est alors sur les couleurs et les significations des couleurs dans le monde de la mode. Le noir, qu'est-ce que ça Oh. veut dire le noir? Mais en fait, tu sais que moi, je fais des cours de 2 heures sur... Et là, tu veux que je réponde en 3 secondes. 2 secondes. Ouais. En 2 secondes en Ouais, plus, hein, même pas 3. ouais. Alors, le noir veut dire beaucoup en fonction du pays où on le regarde. Je sais qu'il est souvent synonyme de luxe, surtout dans le Ça design. dépend du pays. Au Japon, c'est une couleur porte-bonheur. Ça dépend du pays où on le regarde. C'est pour ça que je dis. Le rouge, Ça dépend effectivement du pays où on le c'est pas la regarde. sensualité, le rouge, non? Ça dépend des pays. Mm. Il y a l'Espagne, l'Italie aussi. Il y a un côté sensualité. La Chine, c'est tout ce qui est richesse, porte-bonheur. Donc ça dépend vraiment du pays. Et si vous étiez une couleur, vous seriez quoi? Ben moi, Couleur rosé sambois? oui, Couleur noire? un brun chaud, Mhm. un peu orangé, mais sombre. Et si vous étiez une robe de cinéma, vous seriez quoi? Si j'étais une robe de cinéma, alors... ah oui, je serais... je sais pas si vous avez vu le film In the Mood for Love. Avec Audrey Hepburn? Non, pas du tout. Non. Ok. Ah, rien à Et voir. donc, Hein. Autant pour en moi. fait, je rêve de ça avec un vêtement... ben moi, je rêve d'un film congolais avec le même principe, un homme en Lacoste. Et en fait, la femme, elle a une coupe, elle a une robe, donc elle a la robe traditionnelle, et en fait, qui change de tissu en fonction de ses émotions et en fonction de l'évolution de son histoire d'amour. Et donc, la robe est un personnage qui évolue. Et ça, ce serait moi si j'étais un vêtement. Si vous étiez une maison de haute couture, Le bâtiment ou la marque? la marque. Aucune. Aucune Ok. et toute à la fois. Si vous étiez une ville africaine, Là, actuellement, Ouais. Goma. Ça résonne. Hein. Oui, ça résonne. Si vous étiez un homme, Jamais de la vie. pas une seule fois. Avez-vous une odeur, Madeleine de Proust, une odeur qui vous rappelle des souvenirs d'enfance? Oui, il y en a pas mal. 2. 2? Ouais. Alors, c'est pas spécialement quelque chose que je mange, mais c'est l'odeur de mikate et bouilli Oh et là là. potopoto. Oui, oui, mikate potopoto et la vanille.
Hmm. Un lieu Madeleine de Proust. L'Africa Museum. Pourquoi l'Africa Museum? Parce que beaucoup de choses sont nées en moi là-bas. Enfant, en fait, mon oncle nous emmenait tout le temps, mon petit frère et moi, mais tout le temps, parce que voilà, il trouvait qu'on connaissait pas il avait raison. Et en fait, j'ai beaucoup. Mais le jour où j'ai décidé justement que je montrerais que ma culture est belle, c'était suite à une visite là. Et aussi parce que quand on faisait la visite, ils nous disaient oui, ça, ils ont écrit ça, mais c'est pas vrai, c'est pas comme ça. En fait, ils nous expliquaient. Et du coup, sans m'en rendre compte, ils nous parlaient de la colonisation. Ils nous disaient. Alors je disais, mais pourquoi est-ce qu'ils mettent ça si c'est faux? Il dit, mais parce que c'était la colonisation, hein. Les Belges nous faisaient du mal, donc on n'allait pas leur dire pourquoi on fait les choses. Donc on mentait. Et c'était indiqué là. Et puis lui, il nous expliquait, mais non, ça sert à ça, etc. Donc ça a donné accès à certaines choses de la culture, en fait, que j'aurais jamais vu, d'ailleurs que j'ai jamais vu même à Kinshasa, je veux dire dans le quotidien. Et ça m'a donné envie de pousser plus loin, d'aller plus loin. Et le fait d'avoir pu avoir accès à certaines archives pour la recherche, de pouvoir parler avec le conservateur, il y a toutes ces problématiques de restitution dans lesquelles, en fait, j'ai pas envie de me projeter. Pourquoi? Parce que moi, je suis quelqu'un, c'est aujourd'hui. Ce qui va arriver demain, c'est bien, mais c'est aujourd'hui. Là où on est, on a besoin de pouvoir avoir accès à toutes ces archives. On a besoin de pouvoir travailler parce que c'est très difficile de créer quelque chose de neuf et on part toujours d'un passé. Il y a tout un pan du passé qu'on n'a plus. Là, je parle vraiment au niveau vêtements et textiles. Et là, il y a 6700 pièces qui sont textiles ou liées au textile qui sont dans les archives. Donc, c'est un patrimoine très Absolument, c'est riche, énorme. Ouais. c'est énorme. Et c'est pour ça que je suis attachée à ce lieu parce qu'il y a il y a beaucoup de l'avenir, en fait, là-dedans. Tout ça, en fait, ce sont autant de possibilités. Chaque pièce rassemble des centaines de possibilités par personne qui vont les voir. Donc, c'est une richesse énorme. Et on va finir par un son Madeleine de Proust. Une musique, un son Madeleine de Proust. Laquelle? Un son Lequel? Madeleine de Proust, je ne sais même pas chanter. C'est Bébé Mouquet. Bébé Bouquet? Tu connais pas, hein? Non, c'est quoi? Ce qu'on C'est chante au bébé. bébé. Nanya Ah, betio. tio. Loba nanga nazongisa. Yemoko akutani na murenako. C'est super. Ben, on va Voilà. finir l'émission sur cette note très, très, très puérile. Voilà. Puéril, merci. Merci beaucoup d'avoir été là avec nous. C'était un plaisir. Merci beaucoup, Rosie. Merci. Merci. Bye bye. Merci, au revoir.